En parlant de difficultés, souvenons-nous des solutions qui nous ont été données. Combien d'entre nous ont-ils l'habitude de s'inscrire et d'inscrire les vérités qui pourraient les aider? Vous lisez des livres, vous écoutez des conférences, mais au lieu de méditer sur les solutions qui vous sont données, vous laissez tout s'effacer. C'est pourquoi, quand vous avez à affronter les difficultés, des épreuves, vous ne vous souvenez pas que vous avez déjà reçu les moyens de les surmonter. Et oui, certains entendront ou liront 4 fois, 5 fois des vérités qui peuvent les sauver. Mais ils n'ont rien noté. Ils ont tout oublié. C'est comme s'ils n'avaient jamais rien entendu, ni rien lu. Et ils sont toujours là à se débattre avec les mêmes problèmes. Ceux qui n'ont pas de méthode de travail sont vraiment à plaindre, car ils n'arriveront jamais à rien. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Aïou. 90 minutes sur le réseau international de Gulf TV Africa, une soixantaine de minutes sur le réseau local. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Les jeudis, vous en connaissez les principes, les rituels, vous en connaissez aussi les traditions. Nous aurons à passer une soixantaine de minutes sur le réseau local de Gulf TV Africa, puisque dans moins d'une soixantaine de minutes déjà, nous allons établir sur le réseau local la liaison avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Mais quant à vous qui nous recevez sur le réseau international, vous qui nous recevez sur les différents réseaux sociaux, Odyssée, YouTube, Facebook, etc., de Gulf TV Africa, vous aurez droit à vos 90 minutes habituelles. Je vous annonce que tout à l'heure, nous recevrons dans cette baisse de l'information Modeste Adiwanou de la rédaction de Gulf TV Africa. Ensemble avec lui, nous scruterons l'actualité tchadienne. Plus d'une trentaine de morts lors du mouvement de ce jour qui dénonce la prorogation du mandat du chef de l'État, le chef de la transition, Mahamat Debit Itno. Mesdames, Messieurs, mais avant tout ceci, voici les grands axes de l'actualité ce soir. La traite négrière transatlantique, les travaux ont démarré ce jour à Ouida, dans le département de l'Atlantique. 23e édition du Forum mondial sur la nutrition et l'enfant. Les travaux sont prévus pour se tenir au Bénin du 24 au 27 octobre. La cité des cavaliers est en deuil. L'empereur Tchabi Naïna a rejoint ses ancêtres hier à Cotonou. C'est la détresse dans le département du Borgou et à Neki précisément. Notre correspondant permanent fidèle Zimbabwe nous en fera le point. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre à cette grande messe de l'information du soir sur Gulf TV Africa. Merci d'être la partie. Merci de toujours nous préférer. Les travaux du colloque scientifique sur les mémoires et survivances de la traite négrière transatlantique ont démarré depuis ce matin à Ouidas, dans le département de l'Atlantique. Plus de 13 pays sont représentés à ce rendez-vous de réflexion qui se propose de faire un
point des lieux, des différentes formes d'expression sociale, culturelle et artistique développées par les communautés et les individus pour animer les mémoires de la traite transatlantique. C'est le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, qui a officiellement donné le top des travaux. Gauthier Sédodé et Janvier Elette étaient de la partie pour Golf TV Africa. On fait le point. La cité historique de Ouidah accueille ce jeudi 20 et vendredi 21 octobre le colloque international sur les mémoires et survivances de la traite négrière transatlantique en Afrique, en Amérique, en Europe et Caraïbes et autres territoires des océans Atlantique et Indien. L'événement s'inscrit comme une étape majeure dans les stratégies de valorisation des patrimoines artistiques, touristiques et culturels de la cité des Kassais. Je compare finalement Ouidah à l'échelle, à une évaluation patrimoniale et touristique. Et quand je vais plus haut du point de vue patrimonial, je me rends compte que sur les questions de la mémoire de la traite négrière, Ouidah, comparé à l'île de Gorée, qui est une ville de la même sous-région ouest-africaine, se retrouve être un peu dévancé sur les questions de valorisation patrimoniale, vu, si on prend l'UNESCO, même si ce n'est pas une fin en soi, il est important quand même de le considérer. Et donc, Gorée se trouve être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978, et Ouidah pas encore. Malgré l'ampleur, 13 millions de déportés, et la durée, 4 siècles de la tragédie, la traite négrière et l'esclavage semble banni de la mémoire de l'humanité, celle de l'Afrique compris. Pourtant, le besoin de reconnaissance est grand, tant le traumatisme est vivace. Cette reconnaissance permettrait d'inscrire durablement dans le paysage africain, en des lieux pertinents et par des initiatives authentiques et révélatrices, les pages éducatives, scientifiques, matérielles, culturels et artistiques qui attesteront que l'Afrique s'est réapproprié son histoire. Le colloque international de Ouidah, deuxième phase du projet Mémoire et Survivance, soutenu par l'ambassade de France, envisage de réaliser un état des lieux des différentes formes d'expression sociale, culturelle et artistique développées par les communautés et les individus. 13 pays sont représentés à ce colloque, auquel le premier citoyen de la ville de Ouidah souhaite plein succès. C'est fort convaincu que les chantiers que nous venons de démarrer avec l'ONG Afrique du Sud ne s'arrêteront pas en si bon chemin, puisque ses partenaires, notamment l'ambassade de France, sont là pour nous appuyer. Et je voudrais donc souhaiter un bon séjour à tous et à toutes, de fructueux échanges, sorte des publications et des actions stratégiques, afin d'hisser la ville de Ouidah au rang des villes de mémoire les plus documentées de l'Afrique et du monde. Jean-Michel Abimbola, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, a lui-même lancé les travaux. Le colloque qui s'ouvre ce jour va permettre de générer une masse de connaissances complémentaires sur la problématique avec différentes disciplines et à l'aune des sources les plus variées. Amadou Ampateba, l'illustre écrivain malien, nous apprend que, je cite, « La culture, c'est l'œil qui voit l'eau nourrir la terre, mais c'est le patrimoine qui apprend à l'homme à se servir de cette eau pour perpétuer le geste qui enrichit l'humanité. » Fin de citation. C'est conscient de ce que l'acte que vous posez à travers ce colloque s'inscrit dans cette conviction que je voudrais déclaré officiellement ouvert ce jeudi 20 octobre 2022, le colloque sur les mémoires et survivances de la traite négrière transatlantique en Afrique, en Amérique, en Europe, dans les Antilles et Caraïbes et autres territoires des océans Atlantique et Indien. Une cinquantaine de chercheurs vont faire des présentations et croiser leurs discussions sur ce qu'il en reste de la traite négrière dans leur territoire, et les résultats des travaux pourront aider à initier les démarches vers l'inscription de Ouidah sur la liste de l'UNESCO. La 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant
est prévu pour se tenir au Bénin du 24 au 27 octobre. Un forum qui devra réunir plusieurs représentants de gouvernements, notamment des acteurs en charge de la planification et de la mise en œuvre du programme d'alimentation dans les pays membres autour du thème « La convergence des forces pour une résilience et une durabilité des programmes scolaires dans le monde ». En prélude à ce rendez-vous, les organisateurs étaient face à la presse de jour pour en communiquer sur le contenu. Ulrich Charles Sogbapé, Flavien Zoman. Cotonou sera sous les projecteurs du 24 au 27 octobre 2022. Ceci dans le cadre de la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition infantile. Ce forum est en effet la plus importante conférence internationale sur les programmes de repas scolaires au monde et une occasion de rencontre et de partage d'expériences entre les différents acteurs intervenant dans ce domaine, notamment les représentants gouvernementaux, les organisations internationales, les entreprises, les ONG, les établissements scolaires et universitaires. Le thème de cette année est intitulé « La convergence des forces pour une résilience et une durabilité des programmes scolaires dans le monde ». Le forum est en fait une rencontre technique et formative qui réunit des représentants de gouvernement, des représentants d'institutions universitaires, des ONG, des organisations multilatérales et bien d'autres pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'alimentation scolaire durable en lien avec les objectifs nationaux et internationaux en matière d'éducation, bien entendu, d'agriculture, d'économie. Et le thème autour duquel tout sera axé, c'est la convergence des forces pour une résilience et une durabilité des programmes scolaires dans le monde. Cette rencontre d'échange sera une occasion pour le Bénin de présenter son plan d'action du programme national d'alimentation scolaire intégré en cours et de partager son expérience avec les pays membres. Ce sera l'occasion pour le Bénin, de façon spécifique, de présenter l'impressionnant programme national d'alimentation scolaire intégré, nous disons PNASI. Le Bénin va mettre en évidence également l'engagement du gouvernement à financer le PNASI sur le budget national. Ce sera l'opportunité d'échanger avec les pairs sur son expérience, ses réussites, ses défis, ses perspectives, apprendre des autres à travers les stratégies qu'ils développent. Jeter maintenant les bases d'un partenariat supplémentaire avec le GCNF. Parce qu'il n'y a pas que le forum qui réunit le Bénin et le GCNF. Il y a aussi l'enquête mondiale que le GCNF fait, l'enquête à laquelle le Bénin a participé 2 fois déjà, si mes souvenirs sont bons. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui va accrocher notre attention pendant quelques jours, au début à la fin du mois d'octobre. Le choix porté sur le Bénin pour abriter cette 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant n'est pas un fait du hasard selon les organisateurs. Ceci est dû à son attachement au bien-être des enfants avec la réussite de son vaste programme Cantine scolaire qui offre de repas gratuits aux écoliers, notamment des milieux ruraux. On s'intéresse beaucoup au Bénin pour le forum cette année parce que le Bénin a démontré le support gouvernemental pour le programme. C'est un programme très fort et intégré et on s'intéresse beaucoup à comment c'est passé d'avoir un programme tellement fort et avec le support du gouvernement aussi tellement fort. L'alimentation scolaire est un filet de sécurité vital qui doit être maintenu et surtout dans des contextes où les chocs et les crises sont de plus en plus récurrents. Et nous sommes convaincus que les connaissances qui seront partagées lors de cette conférence aideront à soutenir la résilience et la durabilité de ces programmes dans le temps. Et le thème retenu d'ailleurs pour cette 23e édition le précise très bien.
Le PAM appuiera également la visite de terrain de tous les participants dans les écoles et appuie également la mobilisation et la participation aussi de délégués dans certains pays. Plus de 200 acteurs intervenant dans le cadre de ce programme sont donc attendus à Cotonou le 24 octobre prochain. Le Bénin, qui certainement au terme de ce forum va gagner en expérience et bénéficier d'autres appuis afin d'étendre le projet cantine scolaire dans d'autres établissements scolaires, ce qui permettra sans doute d'augmenter le taux de scolarisation des apprenants, notamment dans le primaire, et une amélioration de l'état de santé et de nutrition des élèves. Merci Ulrich-Charles Assobakwe. Mois d'octobre, mois du consommation local au Bénin, une descente dans la ville de Cotonou. Le constat est là. Si l'objectif recherché par la 3e édition de la campagne consommation local est en train de porter ses fruits. Cette campagne a-t-elle jusqu'ici changé les choses, donné plus d'aptitude aux consommateurs à consommer les produits de chez eux? Aristide Kanoussou et Sylvain Bianzin nous en parlent. Moi, j'aime beaucoup la pâte et la sauce du crin-crin gombo et la sauce de noix de palme. Je consomme beaucoup de nourriture de chez nous. Voilà ce que Jolie Tometi répond à la question de savoir ce qu'elle apprécie comme mets local en ce mois d'octobre qui se veut être celui dédié à la 3e édition du consommation local au Bénin. Mais d'abord, pourquoi doit-on consommer local? C'est à cette préoccupation que Augustin Dossou tente une explication. Nous devons consommer du moins local parce que c'est important pour nous, puisque nous devons faire la promotion de ce qui vient de chez nous. C'est la première chose. La deuxième chose aujourd'hui, c'est que les recommandations pour éviter la dégradation de l'environnement qui va de plus en plus croissant, c'est important que nous consommons local. Consommer local encourage fait que notre économie prospère. Le paradoxe, sous un ciel qui aspire à l'indépendance absolue et un développement exponentiel, c'est qu'il est de plus en plus rare de voir cette population s'arborer des tenues fabriquées au Bénin. La circulation et les rues sont colorées des marques importées qui inondent le marché béninois. Raphaël Chidimin estime pour lui qu'il est temps qu'on se démarque à partir du bas peuple jusqu'au sommet de l'État à travers notre identité. Bon, vous me voyez comment je suis habillé. C'est le coton béninois tissé par un tisserand béninois, un tailleur béninois l'a cousu, un brodeur béninois l'a brodé. Donc c'est le mois de consommation local. Et moi je veux que le gouvernement soit le premier à commencer par emboîter les pas. Il faut que, si on voit dans les assiettes des membres du gouvernement, il faut qu'on sente que le mois d'octobre, vraiment, on ne boit pas le champagne venant de l'autre côté, qu'on boit le liran préparé à Dassa. Qu'on ne voit pas le vin venir de l'autre côté, qu'on boit Tchakpalo, qu'on boit le Tchoukoutou, le Ndolo, qu'on boit le vin de palme, oui. Et qu'on sente qu'au lieu de manger un burger et autres, qu'on prépare son mât avec sa pâte et qu'on mange quelque part. Oui. Et que, primordiaux, il faut que les conseils des ministres soient faits par les bancs. Il faut que nos ministres soient assis sur les chaises ou les divans fabriqués par le génie béninois. Et il faut que la table sur laquelle, le mois d'octobre, on va prendre des décisions, soit vraiment un mois spécial où on va voir nos ministres s'entourer d'une table ronde qui est faite au Bénin. Là, on comprendra sincèrement que le gouvernement a décrété un mois pour le consommation local, mais il a appliqué. La jeune génération est indexée comme celle qui doit prendre ses responsabilités et couper ce cordon entre cette dépendance et la postérité. Et pour cela, il faudra travailler à valoriser nos mets locaux et productions locales. David Assogba semble en être conscient. J'aime Télibor, Agbeli. Très souvent, je mange les légumes de chez nous. Ça c'est bon pour mieux digérer. J'aime ça. De toutes les manières, il n'y a plus de choix à faire, va ajouter Jolie Tometi. Mais ces temps-ci,
Je ne veux pas dire que les Béninois consomment encore de la nourriture européenne parce que le temps est dur. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de Béninois, beaucoup de gens africains commencent par manger la nourriture de chez nous. Mais par rapport à moi, je trouve que la nourriture de chez nous, c'est une très bonne chose. Mais attention, chaque producteur doit faire l'effort sur lui d'appliquer la rigueur, le soin et la qualité à sa production locale, va insister Dine Bouraïma. Il faut que les produits fabriqués déjà ici soient de bonne qualité. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous sommes dans la mondialisation. Celui qui veut consommer, lorsqu'il a envie de consommer, il ne voit pas que ce produit vient de Bénin ou pas. Ce qu'il veut, il veut consommer. Mais il veut consommer de la bonne qualité. Donc il faudra que le gouvernement aide les Béninois à pouvoir standardiser, à pouvoir améliorer leurs produits pour que les produits soient forcément de bonne qualité. Parce que c'est le même marché qu'on soit à Cotonou ou à Lagos ou encore en France. Ce sont les mêmes produits. Donc celui qui veut consommer, il veut un produit de qualité. C'est pas, quand c'est fabriqué, ce n'est pas fabriqué pour un Béninois. C'est fabriqué pour tout le monde. Donc il faut que le produit, même si c'est pour les Béninois, il doit être vraiment de bonne qualité. C'est pourquoi il faut forcément un accompagnement du gouvernement pour qu'on soit au même niveau que les autres. Parce que dans les autres pays, ils ont beaucoup de subventions qui font que c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc nous avons besoin d'accompagnement pour être à leur niveau et pourquoi pas les dépasser. Le consommation local doit être au-delà du mois d'octobre pour une indépendance réelle et une économie résiliente, qu'enseignent certains. Avons-nous véritablement besoin de subventions pour consommer les produits de chez nous? C'est d'abord et avant tout une question de mentalité. La cité des cavaliers est en deuil. L'empereur Tchabi Naina III a cassé la pipe et a rejoint ses ancêtres hier à partir du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Sa santé déjà très fragile ne lui avait pas permis de prendre part à l'édition 2022 de la fête de la Gani. La nouvelle, telle une traînée de poudre, s'est rapidement répandue. Voici, depuis Niki, les explications de notre correspondant permanent dans les départements du Septentrion, Fidèle Ezimaba. Le 40e empereur de Niki a cassé sa pipe. Sabi Naina III est passé du côté des ancêtres ce mercredi 19 octobre 2022 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga. Sabi Naina III était dans sa 78e année. L'empereur, malade depuis un certain moment, n'a même pas pu effectuer le parcours rituel dernier lors de la Gani. Il faut rappeler que Sabi Naina III a succédé à l'empereur Séro Kora III, décédé le 12 avril 2014. À l'état civil, l'empereur de Niki a pour nom Gounou Sidi Amouda. Marié à plusieurs femmes, il est père d'une vingtaine d'enfants. Il faut noter que conformément à la tradition, le décès de l'empereur a été annoncé au petit matin de ce jeudi 20 octobre par les griots. Les populations ont entendu jouer le rythme Gbangba. Pour dire comment j'ai appris la nouvelle, c'est pas que j'ai appris, comment j'ai assisté. Parce qu'au moment où on veut faire la Gani, il ne se sentait pas bien. Il était malade. Alors, comme il était malade, il n'a pas pu monter. Il a désigné l'un de ses jeunes frères qui savait être, qui est d'abord le 4e, le roi de Sandiro. C'est lui qui a monté. Parce que le roi de Bois était absent. Celui de Kika a été aussi absent parce que bloqué par l'eau. Il ne pouvait pas traverser. Donc le roi de Sandiro, c'est lui qui est monté à cheval à sa place. Bon, la maladie montait et le chef d'État a demandé de l'amener aux soins. De Niki, on l'a amené à Parakou. De Parakou, ils l'ont amené à Cotonou. Et à Cotonou, il a rendu là. Si c'était des moyens pour sauver, pour acheter sa vie, on l'aurait fait. Parce que le chef d'État, en l'occurrence le président Patrick Talon et son ami personnel,
lui-même, il a tout œuvré pour qu'il puisse survivre. Mais vous savez, quand l'heure de Dieu sonne, on ne peut rien. Et comme ça, il a rendu l'âme et on a fait l'enterrement. On s'était réunis ce matin à Niki pour voir comment faire les cérémonies. On fera la cérémonie du 3e jour, s'il plaît à Dieu, le samedi, et la 8e le jeudi prochain. Bon, après ça, on va attendre 1 mois, 2 mois, le 3e mois, les nouveaux candidats, ceux qui veulent accéder au trône, se montrent. Ils rentrent dans la course. Et c'est en ce temps qu'on verra là où on va prendre. Mais selon notre coutume, souvent, toutes les dynasties peuvent avoir un candidat. Mais il a un rôle. Celui qui est parti maintenant, il est de la dynastie d'Afierou. Bon, normalement, si on veut suivre, c'est ceux des Kalaoué ou bien des Makarou qui doivent aller avoir le trône. Mais ça n'importe pas que les autres dynasties ne participent pas à la concurrence. Même la dynastie qui vient de perdre peut encore accéder au trône si les dirigeants ont voulu, en disant que bon, nous qui étions de cette dynastie, on ne met pas beaucoup de temps. Au lieu de faire 20 ans, 10 ans, les autres ont fait 20 ans par exemple. Lui n'a fait que bientôt 8 ans, il est parti. Si Dieu a dit que c'est dans notre dynastie qu'on va continuer à avoir ce trône, on peut avoir un prétendant. Il y a plusieurs lignées de Niki qui prétendent au trône impérial. Les cérémonies, selon les rites et la coutume du palais impérial, seront faites. S'ensuivra alors la désignation de celui qui devra succéder à l'empereur Sabinaïna III. Il aura régné pendant 8 ans. Vive l'empereur. L'empereur est mort. Vive l'empereur. Prière à la nation béninoise hier à la Maison des Jeunes d'Accro-Misérité. C'est une initiative du réseau ministériel d'intercession pour la nation. Tous ambitionnent de voir régner la paix dans le pays. L'initiative de Christian Bobo, membre du Bloc républicain, Manchoukurat Fatumbi. Changer le Bénin dans le positif à travers le pouvoir de la prière. Les membres du réseau ministériel d'intercession pour la nation bénin ont pris l'initiative. À travers prêches, chants et danses, ils ont passé le message à la Maison des Jeunes à Accro-Misérité. Il faut que les prochaines législatives se déroulent dans un climat de paix. C'est l'un des vœux de ces hommes et femmes par centaines mobilisés. Comme nous sommes des élus de Dieu, changer avec nos langues, changer avec le pouvoir que l'Éternel Dieu nous a donné, le pays Bénin. Et que dès aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, que notre pays Bénin, c'est un pays riche, c'est un pays de paix. Notre président du Bénin, président Patrice Talon, c'est un meilleur président. Il est en bonne santé, il est bon pour nous. Donc c'est pour cela que nous sommes retrouvés à la Maison des Jeunes aujourd'hui. Nous avons aussi prié pour les élections prochaines, pour que tout puisse aller dans la paix. Et qu'au soir du 8 janvier 2023, que ce serait une joie et que ce serait une fête du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est cela qui nous a réunis aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Jésus. Christian Bobo est membre du Corps du Christ, un jeune leader politique, membre du Parti Bloc républicain, qui s'inscrit dans une dynamique de paix renouvelée au Bénin. Selon lui, toute gestion judicieuse est coordonnée par l'Esprit Saint. En tant que Corps de Christ, Jésus nous a demandé, nous a recommandé de pouvoir prier pour nos autorités, de prier pour les gens qui sont élevés en de différentes places. Donc, pour cela, nous qui formons le corps de Christ, nous devons adresser des prières à l'endroit de Jésus-Christ pour que le Dieu Tout-Puissant puisse les instruire davantage, puisse les utiliser, puisse leur donner la sagesse nécessaire qu'il faut pour pouvoir gérer. Vous savez, c'est Dieu qui élit, que ce soit le président de la République,
que ce soit les ministres, que ce soit les différentes autorités à divers niveaux, c'est le Seigneur Jésus qui les a mis là. Donc, il faudrait que nous puissions les accompagner dans la prière. Il faudrait que nous puissions prier énormément pour eux, pour que le Seigneur qui les a positionnés, qui les a mis à ces différents postes, puisse continuer à leur donner de sagesse, puisse continuer à les soutenir davantage pour qu'ils puissent bien gérer. Parce qu'une gestion sans Dieu n'a aucune valeur. Une gestion sans Dieu, ça ne peut jamais prospérer. Et notre pays, le Bénin, c'est un pays qui est assis sur la foi en Dieu, sur la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est pour pouvoir amener cette démonstration de foi devant l'Éternel, devant Dieu des armées, que nous nous sommes réunis pour élever nos voix envers Jésus, envers Christ, pour qu'il puisse continuer à soutenir, comme le fait déjà davantage aux différentes autorités, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, et également tous les frères en Christ qui l'entourent. Donc c'est pourquoi nous sommes réunis et à travers cette prière envers la nation. Il n'a cessé de faire parler de lui dans la 23e circonscription électorale. Formation à l'endroit des jeunes, des femmes, aide en matériel aux paysans, Christian Gbagbo remet tout le pays entre les mains de Dieu cette fois-ci. Selon lui, la paix est un trésor à entretenir au Bénin. Les élections législatives prochaines approchent à grands pas. Les membres de la société civile, acteurs religieux, œuvrent ardemment pour une élection inclusive et apaisée. Quel doit être le rôle des élus locaux dans ce processus électoral? Cal TV Africa a tendu son micro à quelques-uns d'entre eux. Suivez. À chaque liste, là, il faut afficher ça. Et gongonner, inviter la population à venir voir et surtout les afficher dans les centres de vote. Et avoir quelqu'un là qui puisse les orienter. Si ça ne va pas, s'il y a de corrections, il faut les inviter, il faut les orienter vers où il faut aller corriger ça. Donc, veillez à ce que tout se passe dans l'harmonie, sans bruit, sans tapage. Puisque à ce moment-ci, c'est des gens qui s'infiltrent et mettent du trouble. Et veillez sur la population. Les locaux ont un grand rôle à jouer dans cette élection parce que déjà, à partir même de l'affichage des noms, ils doivent convier toute la population à aller d'abord voir si leur nom est présent donc dans ces affiches-là. Et après ça, ils doivent créer ce qu'on appelle la paix dans leur zone. Montrer que tout le monde doit pouvoir voter, étant des citoyens béninois, que tout le monde doit aller voter. Et prodiguer aussi des conseils pour dire il sera bien que les élections se passent dans la paix, dans la transparence, parce que nous sommes tous des frères. Et après l'élection, nous nous retrouvons encore en famille pour toujours vivre ensemble. Donc leur rôle, c'est de montrer que, étant le représentant de leur village, ils doivent créer la paix, l'ambiance dans leur village pour que tout le monde se dise les élections, c'est la fête. Donc je tiens à vous dire que les élus locaux aujourd'hui ont un grand rôle à jouer au cours de ces élections. Essayez donc de montrer que tout le monde doit aller voter, surtout ceux qui sont déjà sur la liste, tout le monde doit aller voter. Et le jour de vote là doit être pour nous une journée de fête, de joie, de paix, de transparence. Et qu'à la fin, on est les gagnants et que la fête reprenne dans le pays et que l'ambiance reprenne dans le pays. Promouvoir la paix, de rencontrer les différentes couches sociales de sa communauté et de parler des comportements qui doivent apporter la paix, à savoir éviter de proférer des injures, éviter de créer des problèmes où il n'y a pas, éviter tout acte de vandalisme et demander aux parents de conseiller les enfants, de maîtriser les vas-et-vient des enfants et d'avoir un contrôle strict sur les agissements des jeunes dans le quartier. Et donc, en un mot, nous devons aller véritablement vers une sensibilisation de la couche juvénile et
demander à ce que les gens ne soient pas manipulés pendant les élections, pendant les périodes de campagne électorale. Demander à chaque parent de conseiller à son enfant afin qu'il ne soit pas pris dans des délits, à savoir participer à des réunions ou à des campagnes qui ne sont pas autorisées, participer à des manifestations qui n'ont pas pour objectif le développement, qui n'ont pas pour objectif la paix, qui n'ont pas pour objectif la cohésion sociale. Et donc, c'est important pour nous qui sommes chefs quartier de discuter d'abord avec le collège des chefs des parents, d'aller vers les écoles, vous voyez, parce qu'au niveau des écoles, nous rencontrons toute la couche juvénile. Et donc, nous devons nous organiser à aller vers des écoles pour parler des comportements de paix, pour demander aux jeunes de ne pas s'associer à tout acte de vandalisme, à toute réunion inopportune et de rester chez eux, de suivre les informations, mais de ne pas participer à tout ce qui peut compromettre à la paix. Le rôle des élus locaux, c'est de sensibiliser nos populations que pas de violence, que tout le monde n'a qu'à sortir pour aller l'une de 8 janvier prochain, sans problème. Parce que nous sommes tous des Béninois. Celui qui veut être élu le 8, c'est qu'il veut travailler pour les Béninois, pas pour lui seul. Ça veut dire que nous avons l'intérêt, nous les élus locaux, de sensibiliser nos populations, de rester calme, d'aller aux élections sans du bruit. Mais il y aura élection pour tout le monde, que le meilleur gagne. Une répression féroce de la manifestation de ce jour au Tchad aura fait plusieurs morts, une trentaine selon les informations, et des blessés graves. Elle a été organisée pour dénoncer la prolongation du mandat de la transition qui était de 18 mois. Le Tchad est dirigé par le général Mahamad Idriss Déby. Modeste Anouanou, bonsoir. Oui, Charbel Ayou, bonsoir. Modeste Anouanou, comme on pouvait s'y attendre, le Tchad est désormais dans l'embrasement. En convenez-vous? Oui, forcément, il fallait s'y attendre puisque, eh bien, après la phase de la transition où il fallait véritablement passer le témoin à quelqu'un d'autre, eh bien, le successeur de Idriss Déby Itno, qui est le père donc de celui qui est au pouvoir aujourd'hui, Mahamat Idriss Déby, le prétendu père. Bon, ben, il faut véritablement remarquer que cette phase de transition devait permettre donc, eh bien, aux civils de prendre la succession du général qui est au pouvoir. Mais à travers les assises nationales, eh bien, ces assises nationales ont prorogé, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, le mandat donc de celui qui préside aux destinées du Tchad actuellement, Mahamat, qui devra donc faire encore eh bien, plusieurs années avant de pouvoir organiser les élections eh bien, pour permettre donc à quelqu'un d'autre de lui succéder, encore que lui-même sera en course pour ce scrutin présidentiel. Alors l'opposition politique n'étant pas d'accord sur comment les choses se sont déroulées au niveau de ces assises nationales, eh bien, l'opposition politique a choisi de rentrer dans la rue, mais une fois que les manifestations ont été interdites par le pouvoir en place, eh bien, le pouvoir en place et ses hommes ont dû faire recours véritablement aux armes à feu, eh bien, aux armes létales, pour donc descendre eh bien, ceux qui véritablement sont rentrés dans la rue eh bien, pour protester contre la prolongation eh bien, donc, de la transition. Ils sont plus d'une trentaine, on dit. Oui, c'est le bilan pour l'instant communiqué par le gouvernement. Il faut mettre eh bien, en parenthèse ce bilan qui a été communiqué par le gouvernement. Le gouvernement tchadien actuellement, par rapport à tout ce qui s'est passé, ne pourra pas dire exactement le nombre de Tchadiens qui ont été abattus eh bien, dans cette marche pacifique qui a démarré froidement abattus. Le gouvernement tchadien ne donnera pas le chiffre exact de ceux qui sont tombés eh bien, sous les balles eh bien, de ces forces de sécurité publique. Le gouvernement tchadien dira tout simplement eh bien, un nombre qui lui plaît, quitte aux organisations donc, de la société civile de prendre le relais après et de nous dire exactement le nombre de Tchadiens qui ont été abattus par les forces de sécurité publique
tchadienne. Parce que la population civile est en train de revendiquer quelque chose de démocratique. Oui, et il fallait s'y attendre, Charbel Ayou. Que voulez-vous? Le peuple aspire à son indépendance. Mahamat Idriss Déby, en prenant les rênes du pouvoir, c'est-à-dire en succédant à son papa qui a été abattu dans les conditions que je n'ose pas décrire ici. Certains disent même qu'il en était complice. Bon, de toute façon, l'histoire nous dira s'il a été complice ou pas, ça va se savoir. Vous savez, aucun crime ne reste impuni. Et tous les crimes sont punis. Et les catholiques ont pris l'habitude de dire qu'il y a le paradis et l'enfer. Le paradis et l'enfer se vivent ici, Charbel Ayou. Si vous commettez la plus grossière erreur de votre vie à abattre des gens qui ne vous ont rien fait, vous allez le payer sur la terre des hommes avant de vous effacer de ce monde-là. De toute façon, si Mahamat Idriss Déby a comploté contre son papa pour que la France lui permette véritablement de l'abattre, il rendra compte véritablement quand l'heure sonnera de rendre compte. Mais de toute façon... Dans la tradition africaine aussi, les membres de nos ancêtres sont là pour juger. Ah oui, forcément. Forcément, les membres de nos ancêtres sont là pour juger et à ce niveau-là, la justice, elle est implacable. La justice, à ce niveau-là, elle est implacable. Charbel Ayou, il est, tout simplement, on ne peut que déplorer ce qui s'est passé au Tchad aujourd'hui. On aurait dû faire les choses dans les normes, c'est-à-dire respecter sa parole donnée, mais puisqu'en Afrique, il y a toujours une distance entre ce que les chefs d'État qui rentrent en fonction déclarent et ce qu'ils viennent faire par la suite, rendez-vous compte du tripatouillage de la Constitution. Les gens tripatouillent la Constitution pour se maintenir au pouvoir de l'autre côté. On s'est servi d'une assemblée qui s'est réunie pour valider un certain nombre de choses, pour proroger son mandat à la tête de l'État tchadien. Et là, les tueries ne vont pas cesser tout de suite. Rendez-vous compte que les Tchadiens ne vont pas croiser les bras par rapport à ce qui s'est passé donc à ces assises nationales, ces assises qui ont bénéficié du soutien de la France, il faut avoir le courage de le dire. Justement, Modeste Adéouanou, oui, on n'a pas sonné la vieille cloche et subitement la France, comme on pouvait s'y attendre, se lève et nie toute responsabilité dans cette tragédie. C'est quand même curieux. C'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Il faut véritablement le dire et le préciser. Mais on ne lui a rien demandé. On n'a rien demandé donc au Quai d'Orsay qui, par le biais d'un communiqué, a dit que certains s'évertuent à critiquer la France comme quoi la France est derrière ce qui s'est passé au Tchad. La France est bel et bien derrière ce qui se passe au Tchad aujourd'hui. Puisque la France a fait le lit blanc, a déroulé le tapis rouge pour la tenue de ces assises-là, pour qu'on proroge le mandat de celui-là actuellement qui préside aux destinées du Tchad, qui en réalité devrait passer le témoin et permettre à quelqu'un d'autre de prendre sa succession selon ce qu'il a lui-même déclaré à sa prise de fonction, quand son père a été abattu dans les conditions que personne n'a réussi à décrire aujourd'hui. Mais tenez-vous tranquille, ça va se savoir, c'est sûr. Modeste Adéouanou, la France est en dessous de tout ceci, puisque aussitôt le plan diabolique de l'assassinat de Idriss Déby Itno qui a découvert le poteau rose et qui a commencé par changer de langage d'attitude envers la France-Afrique a été abattu. Le président français s'est rendu au Tchad pour aller à Doubé, pour aller célébrer le petit, pour aller l'installer officiellement comme président de la République du Tchad. Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens véritablement. Le hic, dans cet assassinat du président, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, Idriss Déby Itno, c'est à ce niveau-là. Vous savez qu'à partir d'un moment de sa vie, il a commencé par réclamer que les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aient leur véritable monnaie. Il a commencé qu'à réclamer un certain nombre de choses, ce qui n'a forcément pas plu à la métropole, puisque au-delà de tout... À l'oligarchie corrompue. Oui, nos indépendances restent des indépendances nominales, surtout que les chefs d'État d'Afrique et de gouvernement continue de trembler devant l'arsenal que la France a toujours brandi. Par rapport à ça, je crois que la responsabilité de la France est établie, véritablement établie dans ce qui se passe aujourd'hui au Tchad. On aurait dû donc accompagner cette transition et dire donc à Mahamat Idriss Déby qu'à la fin de cette transition, de passer le témoin et d'aller s'occuper de ses armes. L'armée, je crois qu'ils n'ont rien à faire avec le pouvoir. Le pouvoir appartient aux civils. L'armée a son rôle républicain et ce rôle républicain lui permet autant pour moi de défendre le territoire tchadien. Je crois qu'il aurait dû donc se verser dans son rôle traditionnel
que nous n'allons pas assister à tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il est question que les peuples africains se réveillent véritablement pour barrer la route aux despotes qui s'asseyent au pouvoir et qui pensent que le pouvoir, une fois acquis, c'est un titre foncier que l'on a. Et par rapport à ce pouvoir, on peut faire tout ce qu'on veut à la tête de l'État qu'on dirige. Ce n'est pas possible. Il va falloir que les peuples africains se saisissent véritablement de leur destin et se disent, nous avons besoin d'une liberté et cette liberté devait nous permettre d'aller dans les urnes et de choisir le président de la République qui présentera un programme qui puisse lui permettre de développer le pays. Puisqu'on parle de pays en voie de développement, on parle de pays sous-avancés. Voilà les groupes de mots que les gens utilisent pour caricaturer les Africains. Nous n'avons plus besoin de ça. Nous avons besoin d'évaluer. L'Afrique est en définitive un continent extrêmement riche. Et donc la France soutient ces despotes-là et les installe au pouvoir. En définitive, Modeste Adiouanou, on peut dire que la responsabilité morale de tous les morts et de toute la tragédie aujourd'hui au Tchad, la responsabilité est assumée par la France. Oui, cette responsabilité incombe forcément à ce pays du Nord, puisque là, le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères s'est empressé pour faire un communiqué laconique qui en réalité cache mal la volonté de cette France de continuer de maintenir les despotes au pouvoir, pour pouvoir continuer de voler, de piller les ressources appartenant au continent africain. Je crois que l'heure a plus que jamais sonné pour que les chefs d'État africains se donnent la main, même s'il y en a encore qui continuent de traîner les pas, il y en a encore qui continuent de jouer des rôles qu'on n'arrive pas à comprendre. Ils n'ont qu'à comprendre que finalement, l'Afrique a besoin de prendre cette destinée en main. Et pour prendre cette destinée, puisqu'ils sont les premiers responsables, c'est à eux d'impulser cette dynamique qui permettra donc aux autres de suivre et pour qu'on puisse gagner cette bataille de libération vis-à-vis de la France qui, en réalité, n'apporte plus pratiquement rien aux Africains. La France n'est première en rien. Oui, forcément. Forcément, les Français ne sont premiers en rien. Il faut qu'on ait le courage de le dire sur ce plateau. Quand vous prenez les nations prospères et qui véritablement peut permettre au continent africain de prendre une nouvelle dimension, vous vous rendez compte que la France est carrément dans les paliers. Modeste Adiouanou, quelle réaction attendre aujourd'hui, fort de tout ce qui se passe, de l'Union africaine, quelle réaction attendre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Vous savez que ces organes, si vous voulez, ces institutions, ont été déjà phagocytés par la France. Lorsque vous prenez le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, ne demandez pas à Moussa Faki, le Tchadien, de condamner ce qui s'est passé. Ne demandez pas à Moussa Faki de dénoncer la France. Ne demandez pas non plus au président sénégalais. Le président sénégalais, Macky Sall, on dit que lui aussi, c'est un vassal de prendre son bâton de pèlerin pour véritablement dénoncer la politique africaine de la France aujourd'hui. Et ne demandez pas à ces gens-là, encore moins au niveau de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, où nous avons des traîtres, des présidents traîtres qui sont là, qui sont prêts. Le président Embalo Sissoko, le président en exercice de la CEDEAO. Oui, et bien sûr, n'oubliez pas l'autre qui est là-bas, vous le connaissez très bien, notre ami ivoirien qui véritablement doit... Alassane Dramane. Qui a envoyé des mercenaires au Mali. Mon frère, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué et difficile à comprendre quand on est africain et on se livre à ces genres de jeux-là. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas quel est le sang qui circule dans les veines de ces chefs d'État qui prennent leur bâton de pèlerin pour aller tromper les Africains quand ils vont à l'Élysée. L'Élysée leur permet de gagner quoi? Est-ce que c'est à l'Élysée, c'est-à-dire dans les bâtiments de l'Élysée, qu'on a organisé les scrutins présidentiels qui leur ont permis de prendre les rênes de leur pays? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est la préservation du pouvoir que l'on a entre les mains? C'est cette préservation-là qui permet d'aller aplatir le ventre pour se faire marcher dessus? C'est la question que je me pose. Il va falloir que les chefs d'État africains, et un certain nombre, prennent véritablement la mesure de ce qui se passe et se disent, autant pour moi, nous sommes au pouvoir, nous avons été investis d'un pouvoir, le pouvoir qui peut nous permettre de libérer le peuple africain du joug du colonialisme, puisque là, on parle encore du néocolonialisme. C'est bien dommage, nous sommes au XXIe siècle et certains chefs d'État africains n'ont pas encore compris que ce n'est pas la France qui va permettre aux pays africains de se développer, ce n'est pas la France qui va permettre donc aux derniers des Béninois, aux derniers des Ivoiriens, aux derniers des Togolais de véritablement vivre décemment et de respirer ce qu'il faut respirer avant de quitter la terre des hommes. Charbel Aïou. S'il faut attendre que ce soit la France qui
qui donne le biberon au dernier des Béninois, on va encore attendre longtemps. Vous voulez dire en définitive qu'il ne faut rien attendre de ces organisations régionales et sous-régionales? Vous voulez qu'attendre quoi de ces organisations régionales, Chabel Ayou? Si au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, lorsque les coups d'État interviennent, eh bien la première des choses qu'ils réclament, c'est de libérer le despote qu'on a renversé. Libérer le despote qui a été renversé. Vous n'allez pas me dire que tous ceux qui ont été renversés en Afrique de l'Ouest, eh bien, sont exempts de, comment on appelle, d'erreurs commises dans l'exercice de leurs fonctions. Pas du tout, ils ne sont pas exempts. C'est ça fondamentalement. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, en réalité, est devenue un machin qui défend les chefs d'État despotes. Il va falloir que l'on revoie eh bien, les fondamentaux de la création de cette communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et que les chefs d'État eh bien, qui composent, donc les pays qui composent eh bien, cette communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest réfléchissent d'une autre manière afin que l'on redéfinisse les missions de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. On dit qu'il faut que la CEDEAO des chefs d'État passe à la CEDEAO des peuples, un peu comme l'Union africaine des chefs d'État devrait passer à l'Union africaine des peuples. Mais vous faites bien de le dire, Chabel Ayou. Mais ils sont là, ils représentent qui? C'est le peuple. Il n'est pas président de la République qui peut, mais c'est qui veut, mais c'est qui peut véritablement. Et vous n'êtes pas président de la République si le peuple ne se déplace pas pour aller aux urnes pour vous plébisciter ou pour vous élire. Et par conséquent, lorsque vous prenez les rênes du pouvoir, vous devez pouvoir refléter les aspirations profondes de votre peuple. Lorsque vous ne reflétez plus les aspirations profondes de votre peuple, vous n'avez plus rien à faire à la tête de l'État. Démissionnez tout simplement, allez vous occuper d'autres choses. C'est ça fondamentalement. Encore que la culture de la démission, cela n'existe nulle part en Afrique. Ça n'existe nulle part en Afrique. Aujourd'hui, c'est connu de tout le monde, l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC, toutes ces organisations régionales et sous-régionales sont inféodées par l'oligarchie corrompue de la France-Afrique et de l'OTAN. Oui, Chabel Ayou, quand les chefs d'État vont dans ces grands rassemblements-là, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'assister à un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, d'un sommet de l'Union africaine et pourquoi pas de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Chabel Ayou, il y a à manger, à boire. Les gens vont là-bas, c'est quelques conciliabules. Après, on sent un communiqué déjà pré-rédigé. On dit les chefs d'État, de gouvernement, on fait ci, on fait ça, alors que dans la réalité, allez-y comprendre. Suivez mon regard, Chabel Ayou. Modeste Anouanou, quelle devrait être la réaction des populations africaines face à des tragédies à l'instar de celle qui vient de se produire au Tchad? Il faut qu'il y ait une nouvelle prise de conscience. Une nouvelle prise de conscience que les hommes politiques de l'opposition politique doivent imprimer aux peuples africains. C'est-à-dire, mettons la violence de côté complètement et totalement. On laisse la violence de côté et par des rassemblements pacifiques que l'on dénonce la façon de gérer de certains chefs d'État africains aujourd'hui. Il y a une prise de conscience qui doit être une véritable prise de conscience des Africains, encore qu'au niveau de l'élite politique, il faut que les gens abandonnent un certain nombre de pratiques et comprennent désormais que les peuples africains sont suffisamment mûrs et que, si vous ne prenez pas en compte les profondes aspirations de votre peuple, vous passez à côté de la plaque et ne soyez pas surpris d'être chassé du palais. Modeste Anouanou, Sankara avait entamé sa révolution, on l'a dénoncé, lui a même fait un coup d'État, il en est mort. Kadhafi, de regretter mémoire aussi, en a fait les frais, mais il voulait la libération totale de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de Mohamed El-Kadhafi. On lui rend hommage, n'est-ce pas? On lui rend hommage, on rend hommage à ce digne fils qui a été abattu par Nicolas Sarkozy. Ça, je le dis et je le répète partout. Kadhafi a été victime d'une vaste conspiration. Je ne vais pas écarter... Une conspiration conduite par la France, soutenue par les États-Unis, la Grande-Bretagne et autres. Oui, bien sûr. Barack Obama a trahi les Africains. Il faut avoir le courage de le dire, Chabel Ayou. Il a trahi les Africains en ce sens où il a comploté pour que l'on assassine le colonel Muammar Kadhafi. Tenez-vous tranquille, certains chefs d'État africains allaient raser le mur à Sirte pour revenir avec des centaines de millions en poche, avec des milliards de francs qu'ils empochent sans pour autant dépenser sur la tête de leur pays. Le colonel Muammar Kadhafi, dont je salue la mémoire sur ce plateau, a beaucoup fait pour le continent africain, a beaucoup fait pour certains pays africains.
quand le colonel Muammar Kadhafi était vivant, les Libyens ne payaient pas l'eau. Les Libyens mangeaient véritablement. On a dit que c'est un assassin, mais la communauté internationale ne nous a jamais publié une liste de ceux qui ont été abattus et assassinés par le colonel Muammar Kadhafi. On va me parler de l'attentat de Lockerbie où un avion a craché, on le lui a accroché, mais sportivement, il a accepté les conclusions de cette enquête et a décidé véritablement d'indemniser tous ceux-là qui sont partis de ce monde dans cet attentat-là. Mais qu'on le veuille ou non, le colonel Muammar Kadhafi a marqué l'histoire des peuples africains. La dernière fois que je l'ai vu, c'était donc à Cotonou, quand il est arrivé donc au sommet. La Sensad, il était à Cotonou. Et j'ai eu la chance de lui tendre le micro, même si je ne comprenais pas véritablement ce qu'il disait. Il avait à ses côtés un traducteur qui nous a permis de comprendre que c'est un panafricaniste véritablement qui œuvrait pour la cause de l'Afrique. Il a réclamé un certain nombre de choses. Il a parlé des États-Unis d'Afrique. Tous ces trucs. De la monnaie africaine, il a parlé du satellite africain. Oui, bien sûr. Kadhafi voulait véritablement une indépendance totale de l'Afrique, puisque l'Afrique reste le continent le plus riche du monde entier. Oui, Chabel Ayou. La seule erreur que je lui reproche, c'est d'avoir financé la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs ça qui a été à l'origine de ce vaste Sarkozy complot. ne voulait pas qu'on en parle. Qu'on en parle, cacher cela. Oui. Il a financé la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Mais Sarkozy ne voulait pas que l'on en parle, mais la justice française n'a pas fait de cadeau donc à Nicolas Sarkozy. La justice renseigne toujours à ses trousses. Dans ce rocambolesque feuilleton où le colonel Muammar Kadhafi a été assassiné, paix à son âme, et que les Africains prennent exemple. Les chefs d'État africains, aujourd'hui en exercice, prennent exemple sur ce digne fils du continent africain et se disent qu'ils ont un idéal à défendre. Le nôtre, Patrice Athanas Guillaume Talon, je lui souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de ténacité parce qu'il a réussi à faire revenir sur la terre de Béhanzin, de Biogera et de Kaba nos patrimoines culturels, mais un effort reste à faire à son niveau parce que là, ce n'est pas fini. Il reste encore des centaines d'œuvres d'art détenues par la France. La France devait pouvoir nous retourner ces œuvres d'art et nous indemniser parce que ces œuvres d'art ont permis à la France de rentrer des devises. La France doit pouvoir reverser ces devises-là à la République du Bénin. On souhaite beaucoup de courage donc au président de la République qui lui-même sera certainement titillé par cette France-là, puisque quand on constate véritablement que vous n'êtes pas donc en train de respecter les consignes qu'on vous a passées à l'Élysée, quand vous avez accédé à la magistrature suprême, on met tout en œuvre pour vous abattre. Si l'on n'arrive pas à vous abattre, on vous fait un coup d'État tout simplement pour vous déposer et vous chasser du pouvoir et pouvoir permettre à un despote de prendre le pouvoir. Quelqu'un qui répondra, comme l'a dit l'autre, quand la France dira pi, vous allez dire pi, pam, pam, pam. Voilà, Chabel Ayou. Odessa Saniwanou, il faut rendre une fois encore hommage à Muammar al-Kadhafi. Oui, le colonel Muammar Kadhafi, le guide de la révolution d'El Fateh. Voilà, ça m'est revenu en tête, le guide de la révolution d'El Fateh, le colonel Muammar Kadhafi, digne fils du continent africain, digne fils libyen. Vous avez vu, depuis qu'il est parti de sa terre natale, depuis qu'il a été enseveli dans les conditions que personne ne connaît, et personne ne peut dire aujourd'hui où est-ce que le colonel Muammar Kadhafi a été inhumé, depuis qu'il est parti donc de la Libye. Vous voyez, c'est le déluge, c'est la catastrophe où les bandes armées écument comme ils veulent cette Libye-là. J'ai vu le président français Macron tenter une médiation, mais cette médiation-là, je dis que c'est de l'hypocrisie souriante, puisque Macron sait ce qu'il veut en Libye. Voilà. Modesta Niwanou. Oui, Charbel Ayou. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ankara ou Kitenge, le tissu utilisé pour faire les designs africains connus des motifs colorés, une jeune créatrice africaine s'en est appropriée. Le point dans un instant. Le secteur agroalimentaire du Rwanda affecté par le conflit en Ukraine, le manque d'intrants, c'est le principal problème auquel ils sont confrontés les cultivateurs.
Coup d'œil sur la situation en Ukraine, des images publiées par l'administration pro-russe de la région ukrainienne de Kherson montrent des civils quittant le zone régional attendant d'embarquer sur un ferry. Bonsoir à vous, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes au siège de l'information, la grand-messe de l'information du soir sur Gulf TV Africa. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Kenya, Ankara ou Kitenge, le tissu utilisé pour faire des designs africains est connu de tous ses motifs colorés. Une jeune créatrice africaine s'est appropriée le style et propose des vêtements de textiles traditionnels. On fait le point. Cécilia Aour a démissionné après avoir subi le harcèlement sexuel dans ses nombreux emplois. Elle a ouvert une boutique de création de mode au marché de Jericho à Nairobi au Kenya. 3 ans plus tard, elle possède 2 magasins et a embauché quelques employés. Le pagne imprimé africain vient d'Afrique de l'Ouest. Les Nigérians et les Ghanéens aiment bien les couleurs vives, mais vous pouvez aussi avoir quelque chose comme ce pagne africain sans trop de couleurs. Elle gère une boutique avec un service complet. Les clients peuvent choisir les tissus, en apprendre davantage sur la culture, discuter de la conception et obtenir des mesures et des ajustements en une semaine. Cécilia Aour dit que son expérience en tant que mère l'a même inspirée à créer des tenues assorties mère-fille. Elle est mon modèle car elle a été élue comme la toute petite Miss Kenya en 2016. Parfois, elle m'aide à faire les finitions. Vous réalisez que la plupart des clientes ont commandé des tenues à cause d'elle, pas à cause de moi. Vous voyez comme nos tenues sont assorties et les clientes diront « Waouh, vous êtes belle, puis-je avoir la même tenue ?» Elle, c'est Pinky, la fille de Cécilia. J'aime le mannequinat pour ma mère. Ma partie préférée est de mettre les boutons, de mettre les poches et de les concevoir. Comme de nombreux entrepreneurs, Aour a découvert que gérer une entreprise n'est pas toujours facile. Mais suivre son rêve lui a permis d'acquérir la liberté financière, de promouvoir l'identité africaine et de développer une entreprise. Des réalisations impossibles dans ses emplois précédents. C'était un risque. Si cela ne s'était pas produit, je ne pense pas que j'aurais pu démissionner. Je suis juste reconnaissante de faire ce que j'aime et donner le sourire aux gens. Au Rwanda, le secteur agroalimentaire affecté par le conflit en Ukraine, le manque d'intrants est le principal problème auquel sont confrontés les cultivateurs depuis le début de cette crise. Les terres fertiles laissées par le volcan ne suffisent donc plus à produire suffisamment de pommes de terre. Suivez. Les mécaniques ne sont pas suffisants pour avoir une semence. Depuis un certain temps, les intrants agricoles sont difficiles à trouver. Parmi les facteurs qui affectent notre production, il y a eu d'abord la Covid-19, ensuite le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui freine l'importation des intrants agricoles. Importante comparée aux autres produits agricoles présents. Mais une inflation fulgurante ces derniers temps s'est abattue sur cet aliment de base pour bon nombre de Rwandais. Les commerçants n'ont d'autres. Avant, le prix d'un kilo de pommes de terre variait entre 150 et 200 francs, mais il y a eu une augmentation suivant la qualité. Aujourd'hui, la bonne qualité peut même se vendre à 450 francs. Juste à quelques mètres de ces champs de pommes. Nos clients préfèrent d'autres produits car ils estiment que le prix de pommes de terre est revu à la hausse. Il nous faut un plaidoyer pour réduire le prix des engrais, de la semence ainsi que des pesticides. Cela réduirait le prix des pommes de terre. Coup d'œil à présent sur la situation en Ukraine. Des images publiées par l'administration pro-russe dans la région ukrainienne de Kherson montrent des civils quittant le centre régional et attendant d'embarquer sur un ferry. On fait le point. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'instauration de la loi martiale dans 4 territoires ukrainiens annexés en septembre par Moscou.
Kherson, Donetsk, Lugansk et Zaporijjia, alors que son armée subit des revers sur le terrain et multiplie les attaques aux drones contre Kiev. À cet égard, permettez-moi de vous rappeler que la loi martiale était en vigueur dans la République populaire de Donetsk, la République populaire de Lugansk, dans la région de Kherson et de Zaporijjia depuis leur entrée sur le territoire de la Russie. Et maintenant, il est donc nécessaire d'appliquer cette loi dans le cadre juridique russe. C'est pourquoi j'ai signé un décret sur l'introduction de la loi martiale dans ces 4 sujets de la Fédération de Russie. Les autorités d'occupation russes ont commencé mercredi à évacuer la population de Kherson, ville du sud de l'Ukraine. Selon l'administration locale, l'évacuation permettra à l'armée russe d'installer des constructions défensives d'ampleur face à une vaste contre-offensive ukrainienne. Le général Sergei Surovikin, en commandant des troupes russes en Ukraine, affirme que la situation est tendue pour l'armée russe. La situation dans cette zone n'est pas simple. L'ennemi frappe intentionnellement des infrastructures économiques, sociales, industrielles et des bâtiments résidentiels à Kherson. Au total, plus d'1 millier de localités restées privées d'électricité mardi soir, selon le service ukrainien des situations d'urgence. Le 10 octobre, des bombardements russes d'une ampleur inégalée depuis des mois, également sur des infrastructures énergétiques, avaient fait au moins 19 morts et 105 blessés. Ces attaques se poursuivent, notamment contre des cibles dans la capitale de Kiev. L'utilisation par Moscou de drones iraniens a été démontrée par l'Union européenne, qui prépare des sanctions contre Téhéran. Il y avait un accord politique largement partagé sur le fait que l'UE devait réagir rapidement. Maintenant que nous avons réuni suffisamment de preuves, nous travaillons sur une réponse européenne claire, rapide et ferme. Téhéran a démenti avec véhémence d'exporter des armes vers les partis en guerre. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dénonce les attaques russes contre des infrastructures non militaires, estimant que c'est un signe de désespoir de la part de la Russie. Pour Moscou, la situation est tendue alors que la région de Kherson ordonne l'évacuation. Le chef de l'armée russe, Sergei Surovikin, a indiqué que les troupes avaient subi des attaques continues dans les territoires de l'est de l'Ukraine. Le gouverneur de Kherson a déclaré que près de 50 000 personnes avaient été évacuées de 4 villes. Suivez. Le chef de l'armée russe, Sergei Surovikin, a indiqué que les troupes avaient subi des attaques continues dans les territoires de l'est de l'Ukraine. Le gouverneur de Kherson a déclaré que près de 50 000 personnes avaient été évacuées de 4 villes. Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky indiquait que les barrages de missiles russes des 2 dernières semaines en dehors des lignes de front avaient détruit 30% des centrales électriques ukrainiennes. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir bombardé pendant la nuit la ville d'Ener-Odar, où vivent de nombreux employés de la centrale nucléaire de Zaporijjia. John Lee vise à consolider le statut du Centre financier international de Hong Kong. Le nouveau chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong a prononcé hier son premier discours politique définissant ses priorités pour la ville, en particulier sur la relance de l'économie. Reportage. Le nouveau chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, John Lee, a prononcé mercredi son premier discours politique définissant ses priorités pour la ville, en particulier sur la relance de l'économie. Le nouveau dirigeant a déclaré que le gouvernement établirait un nouveau fonds d'investissement de 3,8 milliards de dollars afin d'attirer les entreprises étrangères. Un programme visant à attirer les meilleurs talents internationaux pour poursuivre leur carrière à Hong Kong sera également lancé. M. Lee a par ailleurs présenté un plan pour consolider le statut de la ville en tant que centre financier international. La Hong Kong Exchanges and Clearing, l'opérateur de la bourse de l'ARS, révisera les règles d'inscription au tableau principal l'année prochaine. Cette disposition vise à faciliter la collecte de fonds des entreprises de technologie de pointe qui n'ont pas encore satisfait aux exigences en matière de bénéfices et d'enregistrement commercial. Il a également ajouté que les préparatifs du lancement de mesures permettant de faciliter les échanges de valeurs mobilières avec la partie continentale de Chine seront achevés dès que possible. Aux États-Unis, l'avortement est un sujet clé de la campagne à l'approche des élections de mi-mandat du 8 novembre. Les deux principaux partis soutenant leur position opposée ont fait le point.
Tous les politiciens américains sont d'accord sur une chose. Au cours des 3 prochaines semaines, les Américains seront confrontés à une décision majeure. Nous ne sommes qu'à 22 jours de l'élection la plus importante de notre histoire, à mon avis, de notre histoire récente du moins. Une élection où le choix et les enjeux sont limpides, surtout en ce qui concerne le droit de choisir. De récents sondages classent l'accès à l'avortement en tête de liste des questions motivant les électeurs qui se rendront aux urnes début novembre pour pourvoir 470 sièges à la Chambre des représentants et au Sénat. Les démocrates de Biden s'opposent à la décision de la Cour suprême en juillet qui a révoqué le droit constitutionnel à l'avortement et renvoyé la décision aux États. Mardi, Biden a déclaré que si les démocrates remportaient la majorité, il soutiendrait une législation visant à consacrer les droits fédéraux à l'avortement dans une loi. Les républicains veulent voir en général un accès restreint ou pas d'accès à l'avortement. Nous allons travailler aussi dur que possible pour protéger autant de vies que possible. Mais très franchement, même si un État autorise l'avortement, j'aimerais penser que dans un avenir proche, l'avortement sera impensable et que les femmes ne se feront pas avorter, même si elles le pouvaient. Cette question a aussi dominé certaines courses clés, comme la course serrée au Sénat en Géorgie. En avortement, vous savez, je suis un chrétien, je crois en la vie et je dis ceci aux gens, la Géorgie est un État qui respecte la vie et je serai un sénateur qui protège la vie. Walker conteste les affirmations selon lesquelles il aurait payé pour qu'une ex-petite amie se fasse avorter en 2009. Les sondages montrent qu'environ les 2 tiers des Américains soutiennent l'accès à l'avortement, mais les sondeurs ne sont pas sûrs que cela influencera les élections. C'est la question à $1 million. Donc ce que nous savons, c'est qu'au cours de l'été, l'accès à l'avortement est devenu un sujet très brûlant pour les démocrates. Nous avons environ la moitié des électeurs démocrates qui disent qu'ils sont plus motivés à voter à cause de la décision Dobbs. Et une plus grande partie d'entre eux ont déclaré que c'est leur problème numéro 1 et ce dont ils veulent entendre les candidats parler. Cela semble donc motiver les électeurs démocrates. En campagne en Californie cette semaine, la vice-présidente Kamala Harris a déclaré que cette question résonne bien au-delà des États-Unis. Quand nous pensons aux gouvernements autocratiques du monde entier qui peuvent se tourner vers leur peuple et dire « Eh bien, vous voulez prendre l'Amérique et les droits comme exemple de ce que nous devrions faire ? Eh bien, regardez ce qu'ils viennent de faire. » Donc, par extension, ce qui vient de se passer aura inexorablement un impact sur les femmes du monde entier. Le vote anticipé a commencé dans tout le pays et les représentants que les Américains choisiront début novembre vont avoir le pouvoir de façonner la politique sur l'avortement pour les années à venir. On reste aux États-Unis. Les élections de mi-mandat approchent à grands pas, une échéance cruciale pour Joe Biden et le camp démocrate. Alors que la victoire est loin d'être assurée, le président des États-Unis mise sur la défense des droits de l'avortement, le droit à l'avortement pour mobiliser son électorat. Joe Biden, acclamé par quelques dizaines de femmes. Ce mardi à Washington, le président américain est monté sur scène lors d'un événement organisé par le Parti démocrate. À moins de 3 semaines des élections de mi-mandat qui renouvellent l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants, mais aussi un tiers des 100 sièges du Sénat, le locataire de la Maison-Blanche a tenté de remobiliser son électorat avec une promesse, celle de garantir le droit à l'avortement à toutes les Américaines. Si vous vous souciez du droit de choisir d'avoir ou non des enfants, vous devez voter. C'est pourquoi, lors de ces élections de mi-mandat, il est si important d'élire plus de sénateurs démocrates au Sénat des États-Unis et davantage de démocrates pour garder le contrôle du Congrès. Si nous le faisons, voilà la promesse que je vous fais, à vous et au peuple américain. Le premier projet de loi que je ferai passer devant le Congrès sera de codifier l'arrêt Roe Wade sur l'avortement. Et si le Congrès l'adopte, je la signerai en janvier, 50 ans après que cet arrêt a été transformé en loi. Une promesse lancée pour galvaniser l'électorat de gauche et du centre en axant la campagne sur l'IVG, désormais interdit dans 16 États. En Géorgie, où le droit à l'avortement est extrêmement restreint, un vote anticipé a débuté et les électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote. Plus au nord, en Pennsylvanie, la question du droit à l'avortement mobilise aussi.
J'ai avorté à un peu plus de 20 ans. Pendant des années, j'ai ressenti beaucoup de honte et je n'en ai jamais parlé. Maintenant, j'ai une fille de 20 ans et je veux que ce soit accessible si elle devait en avoir besoin. Je me rends compte maintenant que si nous ne parlons pas de ces choses, nous allons perdre ce choix et nous l'enlever n'est pas quelque chose que nous, en tant que femmes, pouvons nous permettre. Et comme souvent sur des questions comme l'avortement, deux Amériques se font face. Je vais voter républicain. Je n'aime pas la façon dont l'autre parti penche sur beaucoup de thèmes. Je ne peux tout simplement pas accepter moralement beaucoup de choses qu'ils défendent. Une proposition de loi protégeant le droit à l'avortement a déjà été adoptée par la Chambre des représentants. Pourtant, le texte patine au Sénat, où il faudrait une majorité qualifiée de 60% pour l'adopter. Pour cela, il faudrait que les démocrates remportent 2 nouveaux sièges au Sénat, tout en conservant la majorité à la Chambre des représentants. Un objectif très ambitieux, les élections de mi-mandat ayant coûté à 4 reprises sa majorité au Congrès, au président en place depuis 1994. Les sondages, eux, montrent que l'avortement n'est pas vraiment la priorité des Américains. Selon une enquête publiée cette semaine par l'Institut Siena et le New York Times, environ 26% d'entre eux citent l'économie comme principale préoccupation et 18% l'inflation. Loin devant l'avortement qui semble préoccuper seulement 5% de la population du pays de l'oncle Sam. Rendez-vous le 8 novembre. L'édition spéciale de la compétition World Skills 2022 démarre mercredi prochain à Bordeaux dans l'Hexagone. 6 jeunes compétiteurs chinois sont confiants de décrocher des médailles. On fait le point. C'est la première fois que tous les talents artisanaux chinois participent à un concours de compétences de classe mondiale. Ils concourront sur 5 des 6 épreuves organisées à Bordeaux, à savoir le dessin industriel CAO, le plâtrage et la construction sèche, la robotique mobile, les soins médicaux et la construction numérique. La compétition World Skill à Bordeaux se déroulera jusqu'à samedi avec une cérémonie de remise de prix qui clôturera les travaux dimanche. Représentant le meilleur niveau mondial de développement de compétences, la compétition World Skill est le concours de compétences professionnelles le plus important et le plus influent au monde, également connu sous le nom d'Olympique des compétences. Le World Skill 2022 devait avoir lieu à Shanghai, le centre économique de la Chine, mais finalement ne s'y tient pas en raison de l'épidémie de Covid-19. En remplacement, l'organisateur a décidé en juin qu'une édition spéciale de 62 compétitions se tiendrait dans 15 pays et régions de mi-septembre à fin novembre. Parmi les 17 épreuves terminées, l'équipe chinoise a remporté 10 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 1 de bronze et 4 victoires, se classant temporairement première sur la liste des médailles. Et puis le projet de plafonnement des prix de l'énergie divise l'Union européenne. La Commission européenne a proposé un autre ensemble de mesures destinées à contrer l'inflation des prix de l'énergie, mais demeure claire quant à un plafond immédiat sur les prix du gaz, alors que les pays de l'Union européenne demeurent divisés sur cette idée. L'Allemagne s'oppose, elle, à un plafonnement des prix et propose de lutter contre les pénuries par des achats conjoints. Suivez. Les chargements de gaz naturel liquéfié arrivent dans un port de Rotterdam, salué par un continent assoiffé de nouveaux approvisionnements. L'année dernière, Moscou comptait pour 40% des importations de gaz naturel de l'UE, un chiffre désormais passé à 9%. Mais les marchés de l'énergie sont tendus au plan mondial et les prix du gaz en Europe demeurent élevés. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen déclare que l'Union européenne se trouve désormais en mode d'urgence. Les propositions comprennent un plafond dynamique du prix de certaines transactions sur le gaz et qui permettrait d'éviter les pics extrêmes. Et il y a aussi de nouveaux outils pour aider les États membres à effectuer des achats conjoints de gaz, de même que l'établissement d'une nouvelle méthode de fixation du prix du GNL à compter de l'année prochaine. Et cela vient compléter d'autres mesures prises par l'Union européenne pour tenter de réduire la consommation de gaz, de renforcer la production locale d'énergie renouvelable et de redistribuer les profits en excédent des sociétés énergétiques aux foyers les plus vulnérables.
Mais la crise de l'énergie en Europe a atteint de nouvelles profondeurs le mois dernier suite à une fuite de gaz de 2 pipelines construits pour transporter le carburant de Russie vers l'Allemagne en mer Baltique. L'Union européenne suspecte un sabotage mais n'a accusé personne. La Commission européenne souhaite désormais que les États membres accroissent la protection des infrastructures vitales. Nous voyons des vulnérabilités qui sont de plus en plus évidentes car nous devons faire davantage et pas seulement regarder, car dans chaque État membre, cette entité critique peut ne pas l'être, mais cela peut le devenir en relation avec un autre État membre, voire plusieurs autres États membres. Les dirigeants de l'UE passeront en revue les propositions quand ils se rencontreront plus tard cette semaine à Bruxelles. Chacun étant impatient de ramener quelque chose chez soi pour les entreprises et les citoyens qui luttent avec leurs factures, surtout alors que l'hiver approche. Et voilà, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, qui va mettre un terme à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Tout à l'heure, à partir de 21h, retrouvez pour ou contre le débat contradictoire de la rédaction à partir de 22h. Spero Ousinou sera là pour l'édition de la nuit. Mesdames, messieurs, retrouvez-moi demain au siège de l'information. Bonsoir chez vous.